Mes amis, bien le bonjour. Shonat y a fait, ouvrit la porte de son domicile et rentra. Il était 4 heures du matin. Nous sommes le 29 septembre 2012 dans la région de Las Vegas. Elle venait de finir son travail au Palms Casino à 3 heures du matin. Elle avait pointé pour sortir. Et puis elle arrive à chez elle où normalement il n'y a personne pour l'attendre, même si elle avait une fille, un mari dans sa vie. Eh bien, elle était en instance de divorce. Donc c'est pour ça que normalement la maison aurait dû être vide. Elle ferma la porte derrière elle. Elle traversa un long couloir obscur. L'interrupteur à l'entrée ne marchait pas, donc c'est pour ça qu'elle n'avait pas de lumière. Elle marcha le long de ce couloir pour atteindre un escalier. Nous sommes dans un duplex. L'escalier devait la ramener dans sa chambre, à l'étage. Elle commença à gravir les marches. C'est seulement à cet instant qu'elle sentit une présence. Quelques heures plus tard, il est 9 heures du matin quand son mari s'inquiète qu'elle ne réponde pas au téléphone et puis il se rend chez elle, il sonne, elle n'ouvre pas, il finit par utiliser son double et là il va la trouver. Elle est dans l'escalier, morte, et elle gît dans une mare de sang. Tout de suite, il va prendre son téléphone, il va appeler le 911, le numéro d'urgence aux États-Unis. Et il va formuler une phrase bizarre. Il va leur dire je crois que je dois vous appeler. Je suis à telle adresse et ma femme est là devant moi. Elle est morte. Les flics rappliquent immédiatement. Et puis, à un moment donné, il y a une femme policière qui va l'entraîner vers la voiture de patrouille. Elle va le faire asseoir. Et puis, avec toute la délicatesse due à la situation, elle va lui poser des questions sur son emploi du temps. Le mari est souvent le premier suspect. Alors, il va dire je travaillais, j'étais à la caserne. Il est pompier de son état. Et puis, il était en shift. Et son shift venait de se terminer, en fait. Donc, il a un alibi béton. Les flics vont tout de suite l'exclure de la liste des suspects. Mais la liste des suspects reste vide, mis à part cela. Ils vont quadriller tout le quartier, poser des questions aux voisins. Mais il n'y a rien, pas un seul indice. À un moment donné, ils soupçonnent que peut-être elle a été suivie depuis le casino, parce qu'elle travaillait depuis assez longtemps au Palms. C'était un travail qu'elle aimait beaucoup, mais c'était un travail qui impliquait quand même d'être en contact avec une grosse clientèle. Ça lui rapportait bien, jusqu'à 100 000 dollars par an, mais il y avait quand même un risque qu'un jour, elle tombe sur un tordu qui la suive et qui l'attaque. Mais sauf que c'était une piste très difficile à explorer, tellement les casinos sont fréquentés. Pendant les premières 48 heures, l'enquête ne progresse pas du tout. Il n'y a strictement rien. Aucun indice qui arrive. Les flics commencent même à s'inquiéter parce que généralement, les pistes dans ces cas-là refroidissent très vite et si on trouve rien du tout au début, des fois on trouve rien du tout à la fin. Pourtant, à l'autre bout de la ville, il y avait deux clodos qui étaient en train de discuter, deux clochards. L'un d'eux s'appelle Noël, tout le monde le surnomme le lévrier. Le lévrier, entre deux gorgées de boisson, va faire des confidences. Il fait des confidences à son ami, il va lui dire ceci. Il va lui dire, tu sais, il y a 2 jours, j'ai tué une femme. Là, son copain est un peu choqué par cette déclaration. Mais pourquoi? Pourquoi tu as tué cette femme? Je l'ai fait pour son mari. Son mari s'appelle Georges. Georges Tiafei, c'est un très bon ami à moi. Et puis tu sais quoi? Je vais refaire ma vie. Je vais bientôt quitter la ville. Il m'a déjà donné une avance, 600 dollars. Et il va me donner encore plus d'argent parce que c'est mon ami et puis il a promis de m'aider. Là, l'autre clodo est complètement secoué. Il lui dit, mais Noël, tu te rends compte que tu as signé ton arrêt de mort? Parce que ton ami Georges, il va faire quoi maintenant? T'es le maillon faible dans son histoire. Il a intérêt à te descendre. Et bientôt, on te retrouvera abattu dans un terrain vague ou le long d'une nationale. Et comme t'es un moins que rien, la police ne va pas investiguer. Ils vont juste classer l'affaire. Et lui, il aura commis le crime parfait. Noël, à travers son nuage d'alcool, ne veut pas y croire. Non, c'est un très bon ami à moi, Georges. Il a promis de m'aider.
Je lui ai rendu un très grand service. Les deux clodos se séparent et celui qui a recueilli les confidences arrive chez la police. Il va leur dire, écoutez, voilà, j'ai peut-être eu un mauvais passé, mais maintenant je marche à la lumière de Dieu. Je ne veux plus faire de mal à qui que ce soit dans ma vie. Et j'ai appris des choses. J'ai appris qu'il y a une femme qui a été tuée et je crois que je connais le nom du tueur. Il leur donne l'endroit où on peut trouver le lévrier. Alors normalement, il traînait à un carrefour, près d'une station d'essence. C'est là qu'il mendiait. Et puis souvent, il se rendait aux toilettes du centre commercial, juste en face. Et c'est exactement là où ils vont le loger. Ils vont envoyer des patrouilles et ils le trouvent sortant des toilettes. Ils vont lui mettre les menottes et le fouiller. Sur lui, ils vont trouver un peu de drogue et ils vont l'arrêter pour la drogue, en fait. Ils vont utiliser la drogue comme prétexte pour le mettre en cabane. Ils le mettent en cellule et pendant ce temps-là, ils doivent investiguer très vite. Et un des premiers points qu'ils doivent trouver, c'est son campement. Parce que les SDF n'ont pas de domicile. On ne peut pas juste aller faire une perquisition. Là, il n'y a pas d'adresse. Il faut trouver son campement. Le gars qui leur a donné l'info ne connaît pas le campement du lévrier. À ce moment-là, ils vont lâcher beaucoup de monde. Il faudra beaucoup de policiers, beaucoup de chiens, beaucoup d'hélicoptères et beaucoup de SDF de la ville de Las Vegas seront réveillés à coups de pied. On leur dit c'est où le campement du lévrier. Beaucoup ne savent pas, beaucoup sont dans leur nuage. Jusqu'à un moment donné, il y en a un qui leur dit écoutez, laissez-moi dormir, je vous dis où il est, c'est juste là. De l'autre côté de l'autoroute, vous allez trouver son campement. Il est tout le temps là. Les flics débarquent. Il y a des caddies, des tentes, de la poubelle, plein de choses. Et ils doivent fouiller tout ça. Là-dedans, ils vont trouver plusieurs choses. D'abord, ils vont trouver un pantalon. Sur le pantalon, il y a des traces. C'est des traces de sang. Elles sont positives au sang humain. Quand ils analysent l'ADN, c'est les traces de cette femme, de Shona, qui a fait. Deuxièmement, sur lui, quand ils l'ont arrêté, ils ont trouvé un téléphone. Dans ce téléphone, il y avait 87 communications, 87 appels entre lui et le mari de Shona, juste dans les jours précédant le meurtre. Donc déjà, il y a une relation qui commence à s'établir, ça commence à prendre corps, mais ce n'est pas encore suffisant. Ils vont continuer leurs recherches dans ces détritus et ils vont trouver autre chose. Ils vont trouver un bout d'emballage, un bout de plastique, sur lequel il y a un code barre et le nom d'un magasin. Ils vont se rendre à ce grand magasin et ils demanderont à un caissier de scanner le code barre pour eux. Ce que le caissier fait obligeamment. Et puis là, va surgir sur l'écran de la caisse, marteau. Ils vont trouver que le marteau, l'arme du crime, a été acheté dans ce magasin-là. Alors là, va commencer un autre marathon. C'est qu'il faut énormément de monde, énormément de yeux, pour regarder des centaines et des centaines d'heures de bobines, de caméras de surveillance. Ils sont là, ils attendent que voir pour trouver qui a acheté l'arme du crime. Et soudainement, il y a une image qui va surgir sur l'un des écrans. Ils voient quoi? Il y a Georges Tieffet, le mari de Shona, et il y a Noël, dit lévrier, c'est celui qui a tué Shona. Donc là, la connexion est établie. Ils vont prendre ce clodo, le sortir de sa cellule, il a entre-temps un petit peu dégrisé, commence à voir un peu les choses un peu plus claires, si possible. Et puis, ils vont lui poser tous les éléments sur la table. Ils vont dire, voilà ce qu'on a. Et lui, au départ, fait un peu de résistance, ne veut pas avouer, et puis il veut protéger son ami, il veut protéger son ami Georges. Mais les flics vont lui dire, écoute, ton ami Georges, il t'aurait tué. Ça fait partie de son plan, c'est pas possible que tu restes vivant, toi. Tu n'es pas censé être en vie du tout, même à cet instant-là. Et soudainement, il va leur dire, vous avez plein de 7 là, je vois que vous avez sorti plein de 7, vous venez d'avoir le jackpot. Et les flics lui disent oui, nous avons le jackpot. Quand la police va chercher Georges Tieffet pour l'entendre, eh bien, celui-ci a tout de suite compris que la chance s'était retournée. Il n'a pas voulu obtempérer, il est monté dans sa voiture et il a foncé. Il a foncé à un moment donné à 160 km/h. Et puis, après une longue poursuite, il s'est pris un mur. Et pourtant,
Il a survécu à cet accident, il a été emmené à l'hôpital. Il pense qu'il a voulu mettre fin à ses jours en percutant ce mur en voiture. Il a survécu et puis, une fois qu'il s'est réveillé, ils l'ont mis en état d'arrestation. Ce gars avait connu Shona une dizaine d'années auparavant. Il se sent marié, mariage à Hawaï avec les fleurs autour du cou. Ils ont eu une gamine, mais rapidement, les choses se sont envenimées parce que si ce gars, il s'est marié avec cette femme parce qu'il a apprécié, parce qu'elle était jolie, parce qu'elle était souriante, parce qu'elle avait toujours le mot pour plaire, eh bien, il voulait qu'elle devienne quelqu'un d'autre. Il ne voulait pas qu'elle travaille au casino, il voulait qu'elle arrête, il devenait jaloux, il devenait contrôleur, il devenait suspicieux. Pourtant, elle n'a jamais trompé ou elle n'est jamais sortie avec des clients ou autre. Elle avait une hygiène de vie, une discipline de vie extrêmement stricte. Elle était là, elle faisait son service, rigolait avec tout le monde, c'était la fête tout le temps au casino, mais une fois que c'était fini, elle pointait et elle rentrait chez elle et elle s'occupait de sa famille. Mais voilà, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui, au lieu de trouver la femme qui correspond à ce qu'ils veulent, ils trouvent une femme différente, mais qui les attire pour une raison ou une autre, mais après ils veulent la changer. Ils veulent la mettre dans un moule, et puis qu'elle devienne comme eux ils le veulent. Bien sûr, ceci ne marche jamais. Ceci crée des tensions, crée des problèmes, et puis finalement ça aboutit vers un divorce. Donc la femme avait demandé le divorce, et le couple était en état de séparation. Néanmoins, Georges ne voulait pas juste aller à travers le divorce, parce que le divorce c'est embêtant, le divorce ça implique une garde partagée de l'enfant, ça implique des problèmes d'argent. Il voulait juste régler la chose de la manière la plus simple qui soit. Et ce type qui a été athlète, qui a été militaire, qui était pompier, quand on regarde ses yeux, on se demande si ce n'est pas un détraqué, s'il n'est pas tout aussi siphonné que le clodo qu'il a recruté. Parce que, comment expliquer qu'il monte un plan de meurtre, un plan machiavélique, où le fait qu'il profite du fruit de son crime, ou bien il finit sa vie derrière les barreaux, ou bien qu'il se retrouve dans le couloir de la mort, va dépendre de la fiabilité d'un clodo. Un clodo qui est fini à la colle, fini aux drogues, fini à l'alcool frelaté. Comment peut-il faire confiance à un complice de ce gabarit? En tout cas, il est clair qu'à un moment donné, il pensait liquider le complice, mais c'était trop tôt. Il ne pouvait pas le faire juste 2 jours après parce qu'il y a quand même un risque que la police lie les 2 affaires. Ces deux gars, donc Noël et George, se retrouvent devant le tribunal. Reconnus coupables les 2. Le clodo a été condamné à 42 ans de prison. Et ils ont tenu compte du fait qu'il a aidé la justice. Ils ont tenu compte aussi du fait de son état mental. C'est un détraqué, pour parler scientifiquement. Ils l'ont condamné à 42 ans de prison. Il risque, vu son âge, de terminer en prison également. L'autre, le mari, lui après perpète. C'est une perpétuité incompressible. Il sortira jamais. Lui, il mourra en prison, c'est garanti. L'autre, il peut avoir assez de longévité, peut-être pour sortir. Grabataire, mais il sortira. Peut-être. Mais le mari, lui, il sortira jamais de prison. C'est terminé. Il est à la prison de Lovelock. C'est une sorte d'endroit de campande perdu dans le désert, avec juste quelques rochers comme horizon. Et cette prison, qui est quand même une maison fermée tout le temps, eh bien, quand on regarde sur leur Google, sur leur fiche Google, il y a une sorte d'ironie. C'est affiché qu'ils sont ouverts 24 heures sur 24.